pour ce nouveau live des expats spécial écriture en expatriation, comment faire ça avec ses pensées. Voilà. Aujourd'hui j'accueille Mélanie qui va nous rejoindre. Enfin j'espère que ça va marcher. Maintenant il faudrait qu'elle soit là. On va y arriver. As usual. Oui, non. Est-ce que tu me vois? Non. Oh, super. Et là, le son? A priori, le son, c'est bon. Je vais juste attendre pour voir s'il n'y a pas de même décalage qui était arrivé un peu plus tard. Ok. Voilà. Mais je t'entends. Bon. Je suis désolée que tu ne me vois pas parce que je ne sais pas à cause de quoi c'est. J'ai l'impression qu'ils ont tout changé sur les paramètres des lives. Et c'est possible qu'à un moment, ça coupe aussi. D'accord. On ne sait pas pourquoi. Bon, écoute, Mais voilà, ne sois pas surprise. on va improviser. On On va refera, s'adapter. on recommencera et je ferai le montage de la petite vidéo. C'est pas très grave. Ok, Bon. pas de souci. On fait comme Comment ça. ça va? Comment ça va? Mais écoute, ça va, ça va. Il fait assez tristounet sur São Paulo, là, mais ça va. J'allais dire, pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es, où tu es, ce que tu fais dans la vie, un peu ton parcours d'expat? Ouais. Parce qu'en plus, toi, tu es au soleil, bon, pas aujourd'hui apparemment, mais Non, pas aujourd'hui, mais normalement, il y a du soleil. globalement, ouais. Globalement, je suis dans la lumière brésilienne. Du coup, je vis à São Paulo depuis le mois de janvier dernier. D'accord. Après avoir vécu en Argentine, en Chine et au Vietnam. Alors en Argentine, j'étais partie seule et en Chine et au Vietnam, je suis partie en famille. Donc ça fait à peu près 12-13 ans que je vis à l'étranger en Ouais. tant que expatriée. Et en fait, moi j'ai à la base une formation de professeur et formatrice de français langue étrangère. D'accord. Et au fur et à mesure de mes expatriations, j'ai eu envie de monter mon activité pour pouvoir en fait avoir toujours un petit peu ce bagage avec moi et éviter de tout recommencer complètement de zéro à chaque déménagement. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai monté mon activité autour de l'écriture comme outil de bien-être pour se faire du bien, pour se raconter. Et je propose aujourd'hui des ateliers d'écriture, de l'accompagnement à l'écriture de manuscrits, du coaching et en collaboration avec d'autres professionnels pour pouvoir proposer de l'écriture introspective qui permet d'avancer sur certaines thématiques et problématiques. Ouais. Et depuis peu, je suis également biographe et j'ai à cœur vraiment de pouvoir mettre en lumière les récits de vie des personnes que je rencontre, soit sous forme de récits et de biographies, donc biographie assez longue, soit sous forme de portraits. Ok. Ça en fait des activités pour une seule et même personne. Et oui, j'ai plein de casquettes. En fait, j'ai toujours été comme ça. Je suis très curieuse voilà. Donc, je pense que ça se ressent aussi là-dedans. C'est que l'écriture, c'est un peu le dénominateur commun. L'écoute aussi, et voilà, et l'histoire des autres. Mais voilà. Après, je suis curieuse, donc je m'ouvre à pas mal de Oui. choses, de secteurs. Et là, comme tu dis, le dénominateur commun, le lien, tu vas dire, entre toutes ces activités, c'est quand même ce rapport à l'écriture, aux mots, à l'expression, je dirais, via la voix écrite. Oui. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. C'est formidable comme petite transition. C'est incroyable. C'est très efficace. Si c'était fait exprès. Comme si c'était fait exprès. Exactement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de l'écriture, là, toi, dans tes 3-4 expatriations, 12 ans, ça commence à faire un beau bagage quand même. Oui. Est-ce que t'es venu directement à ça ou est-ce que ça a pris du temps avant que tu identifies que c'était vraiment ça que tu voulais faire ou que de développer une activité qui puisse te suivre un peu partout? C'est venu tout de suite ou ça c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps. En fait, alors je vais pas parler de l'Argentine parce que c'est un peu différent. Je suis partie pour faire un stage et ensuite j'ai trouvé un travail là-bas.
je pense que c'est pas la même chose quand on part tout seul pour des objectifs qui nous sont plus personnels et où on a ce confort de ne pouvoir penser qu'à soi finalement, et de partir en famille avec des enfants. Et moi, c'est vrai que quand je suis arrivée en Chine, j'étais jeune maman de ma première fille, et je suis partie en fait sans trop me poser de questions. J'étais contente de découvrir la Chine. Je suis d'origine asiatique, laotienne et chinoise, donc c'était l'occasion de renouer avec mes racines. Et puis, voilà, le temps passe, donc j'ai été instite, j'ai été prof de FLE, puis est né mon fils. Et là, je commençais à me dire, bon, je me sens pas vraiment à ma place parce que finalement, moi, mon cœur de métier, il était d'accompagner les étrangers en France, demandeurs d'asile et réfugiés, et je ne pouvais pas le faire en Chine parce que je n'étais pas encore, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, bilingue en chinois. Et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, au début, on se penche pas trop sur qui on est, ce qu'on veut dans cette expatriation. On est pris par le projet en fait et l'excitation en fait de découvrir autre chose. Et puis ça nous rattrape parce que forcément, déjà en tant que personnel, on évolue, on grandit, on va dire, et en tant que parent, on a envie de transmettre aussi des choses à nos enfants. On se repositionne, on se questionne, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais plus vraiment dans ce que j'aimais faire. Même dans la transmission, alors que j'adore ça, parce que c'était pas mon public de cœur, de base. Et puis, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai commencé, du coup, à essayer des petites choses en freelance, alors plus au niveau du français langue étrangère, mais toujours dans l'aspect enseignement. Et quand on a changé de pays, qu'on est allé au Vietnam, donc là, j'avais 2 enfants et je suis tombée enceinte de la 3e. Et là, je me suis dit non, ça va pas du tout. J'avais réembrayé sur un poste en tant qu'instit et je me rendais compte que c'était plus là où je m'épanouissais. Donc j'ai fait une sorte de burn-out, enfin de savoir vraiment mais qu'est-ce que je veux, qui je suis ici, qu'est-ce que je suis devenue. Et une espèce de crise identitaire remise en question. Grosse remise en question parce que je voulais pas que mon expatriation soit juste du survol en fait. Alors je sais pas si je m'explique bien quand je dis ça, mais j'ai vraiment quand je vais dans un pays, que ce soit pour le voyage ou donc là un séjour plus long, l'envie c'est de connaître la culture, donc apprendre la langue, mais aussi vivre vraiment au cœur même de la culture du pays d'accueil. Et alors en Chine j'ai eu moins eu ce sentiment, mais au Vietnam complètement parce que la langue a été beaucoup plus difficile à apprendre. Et ce sentiment d'être en superficie a joué aussi beaucoup sur cette crise identitaire, parce que c'est compliqué quand on grandit dans une société, et en France c'est un peu ça, enfin même partout, où on a tendance à se définir assez vite autour du travail ou de notre domaine d'activité, alors qu'en fait c'est pas tout. Et quand on part en expatriation et c'est nous qui suivons le conjoint, on perd un peu tout ça. Donc on perd tous nos repères, et c'est pas évident de se dire maintenant les questions que je mentionnais, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Donc voilà, donc c'est des tâtonnements, toutes ces réflexions, ces prises de conscience, ces mal-être aussi que j'ai vécu, qui m'ont amené à un moment à me dire, fais quelque chose qui te correspond. Alors ça n'a pas été facile, j'ai suivi un coaching pour pouvoir identifier quels étaient mes points forts, qu'est-ce que je voulais mettre aussi en avant, ce que j'étais capable de faire, parce que finalement, dans beaucoup de métiers, j'imagine, quand on a été habitué à faire à peu près le même genre de tâches, même si on développe une créativité hors norme, on ne s'en rend pas compte. Et on a l'impression qu'on sait faire que ça et qu'on ne saura pas faire autre chose. C'est ce qu'on appelle le talent. Voilà, exactement. Et donc, c'est cette fameuse étape où on identifie ses talents et on arrive à voir comment les transposer dans plein de domaines différents, qui m'a amené finalement à renouer avec l'écriture, qui faisait partie de ma vie, mais que je mettais un peu de côté en me disant que c'était pas forcément pour moi, ou parce que moi j'ai fait des études de langue, pas d'études de lettres, j'avais rien publié, etc. Et aussi à utiliser quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de l'utiliser aussi comme finalement vecteur d'activité, de transmission, de réalisation, d'épanouissement, etc. Et d'ailleurs, c'est ça que je veux transmettre aussi maintenant aujourd'hui dans mon activité d'écriture, c'est que l'écriture, elle est à la portée de tout le monde. Et tout le monde peut l'utiliser et elle fait du bien, alors utilisez-la. Mais voilà, il a fallu tout ce cheminement où passer par des étapes où t'es moins bien parce que t'as plus tes repères, que ce soit identitaires, environnementaux, t'es loin de tes proches. Et puis aussi, cette question de se dire, qu'est-ce que je fais là? Parce que non, mais c'est vrai, l'expatriation. Je rigole, mais parce que je valide ce que tu dis, hein. Je ne peux que valider.
Voilà. Parce que 12 ans, c'est long. Il y a des personnes qui sont en expatriation depuis plus longtemps. Et à un moment, ben, on se dit, oui, alors, on a vécu différentes phases de l'expatriation et il se pose la question de qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'y suis encore? Qu'est-ce que je veux? Soit pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Et voilà, donc ça chamboule, ça Oui, chamboule. et je dirais que même cette question identitaire que tu mentionnais là, qui finalement présente à chaque étape, que ça fasse 6 mois, 3 ans ou 12 ans, Oui, la question, se transforme un petit peu, mais elle reste une question qu'on se pose parce que oui, bah, on est toujours un peu un étranger, même si on est bien dans son pays. oui. Euh, on n'est plus tout à fait français, mais quand même un petit peu parce qu'on a intégré je sais pas, des nouveaux pans, des nouvelles caractéristiques à son identité. Ça, c'est des sujets et c'est pour ça que je ne peux que trop être d'accord avec toi. C'est des sujets qu'on aborde chez Expatez-vous en Ouais. amont, dans la préparation, puisque ça chamboule tellement et ça peut vraiment mettre mal cette question d'identité. Des gens qui suivent et qui accompagnent, mais qui finalement sont quoi, sont qui quand tu peux pas vraiment faire et vivre comme tu le faisais Mm. avant, bah il faut mieux se poser la question avant de Ah, partir en général. oui, c'est sûr. C'est pour ça que l'accompagnement que tu te proposes, enfin, il est essentiel en fait. C'est et nécessaire et il devrait être prescrit en fait Mais par je le chaque pense entreprise. aussi. Et Ouais, je pense à aller voir la Sécu en disant, dis donc, est-ce qu'on peut mais pas faire un truc ensemble? non, mais complètement, parce qu'en plus, on est les grands oubliés, hein, quand on part, en fait, on quitte le territoire français, c'est comme si d'un coup, on n'était plus français, alors que, comme tu le dis, on le reste. Et Oui, et à l'inverse, quand on rentre et qu'on veut retrouver un peu ce côté français, on nous fait bien comprendre que on était parti et c'est que ça. c'est bien mignon hein, d'être parti, mais qu'est-ce que vous avez été faire là-bas, dis donc? Oui, c'est ça. Il y a pas de lien, en fait. Il y a quelque chose qui se rompt et Ouais, ça joue aussi, parce qu'après, il y a des expatriations où on peut ne pas traverser ces questions-là, mais je pense qu'elles sont rares. Bien sûr, l'intensité de ce questionnement, il varie, bien sûr. mais Heureusement que c'est pas constant et intense tout le temps, parce que on s'en voilà. sortirait pas. Et oui, oui, et puis surtout, il peut survenir même après 10 ans d'expatriation. C'est pas parce qu'on a Ouais, l'impression de rompu à l'exercice et d'avoir passé les premières un peu facilement que ça va pas nous tomber dessus un peu plus tard. clairement. Donc, Mais ouais. tout comme on peut se poser cette question, même en étant en France, dans un quotidien. Le jour où on se réveille en se disant qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que vraiment je me réalise? Est-ce que je suis à la bonne place, au bon endroit? Tout. Bon, c'est juste que comme tout en expatriation, ça prend des proportions parfois et une intensité parfois bien plus grande et ça vient tout remettre en perspective de temps en temps. Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a la place en fait. Ouais. C'est, On a le il y temps a l'espace. bizarrement d'y penser. Voilà, il y a l'espace, donc c'est à double tranchant parce que ce temps qu'on a, c'est aussi formidable. Mais c'est vrai que du coup, quand le doute s'installe et euh, on a beaucoup de temps pour cogiter, ouais. Ben justement, encore une très bonne transition. Euh, L'écriture, parce que Ouais. c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Euh, pour moi, quand tu me dis écriture, moi, je mets le mot cogitation derrière. Parce que je me rends compte, alors je suis très fan de l'écriture aussi. Je pense que dans ma chambre d'enfant, il doit y avoir une quinzaine de carnets remplis que je ne veux pas jeter, Ah ben mais je oui. me dis, si quelqu'un tombe dessus, faudrait les brûler. Mais non. C'est pas. Si, non, si jamais je meurs, je veux qu'on les brûle. Parce que je veux pas que les gens les lisent. Mais je me rends compte que ça a toujours été un exutoire de mettre mes pensées en mots. Je sais que tout le monde n'a pas cette facilité-là. Alors, Mm. comme tu disais, l'écriture, c'est accessible à tous. Je vois déjà les gens qui disent non, mais moi, je sais pas écrire. Non, moi, j'aime pas ça. Je suis pas une grande plume. On s'en fout. Euh, un mot plus un mot plus un mot égale une phrase, les gars. Avec euh, Exactement. une majuscule et un point, s'il vous plaît. Euh, mais je comprends qu'on puisse justement creuser ça et en faire un outil, un vrai outil puissant d'expression et de créativité. Oui. Donc raconte-nous, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus?
Alors, déjà, je vais rejoindre un peu ce que tu dis. C'est vrai que c'est quand tu parles d'exutoire, enfin cette écriture qui va nous permettre en fait de juste libérer des mots, mais aussi des émotions. Elle est vitale parce que et elle ne te demande pas de savoir bien écrire comme Chateaubriand, Victor Hugo, etc. Puisque le but n'est pas là. Le but, c'est qu'à un moment, je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir des tonnes de pensées qui nous arrivent et qu'on n'arrive pas à maîtriser. On est submergé par l'émotion. On se demande par quel bout prendre la prochaine étape, etc. Et l'écriture, du coup, est quotidienne parce que je pense que c'est important pour pouvoir vraiment tirer tous les bénéfices de l'écriture, c'est d'arriver à s'accorder même 5 minutes de temps tous les jours pour écrire. Écrire pour soi, donc cette idée de déverser le trop-plein émotionnel, de poser ses pensées. Alors ça peut être des idées noires, mais ça peut être aussi du positif. On peut choisir d'orienter l'intention, enfin d'orienter l'écriture. C'est-à-dire que là, en fait, l'idée c'est de se connaître pour pouvoir utiliser l'écriture. C'est qu'aujourd'hui j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de lâcher. Là, je reprends le contexte expatriation. Je viens peut-être d'arriver, je connais personne. Il est trop tard pour appeler ma meilleure copine. Bon, je prends ma feuille et je lâche. Donc là, et en fait, plus on fait ça, plus on se rend compte que finalement, on va pas forcément résoudre les problèmes, mais on va se sentir un peu plus léger et on va éviter de ruminer en fait trop longtemps. Parce que quand on rumine, on se sent mal et on alimente finalement ce mal-être qui nous enferme voilà, dans des pensées un peu qui tourne en rond. C'est un peu comme le petit vélo qu'on a dans la tête et qu'on n'arrive pas dont on n'arrive pas à décrocher. Le hamster, il tourne, hein, t'inquiète que. C'est ça. Et en fait, vraiment de lâcher, moi, c'est un exercice que je fais, enfin, je dis un exercice, mais en même temps, ça me manque parce que quand on installe cette routine, donc je vous dis que 5 minutes par jour, à un moment où on sait qu'on va pas remettre à plus tard, ça peut être le matin au réveil, par exemple, j'écris pendant 5 minutes ce qui me vient et je me rends compte que les fois où je décide de lâcher les choses un peu moins sympas, ça me permet, c'est comme une respiration que je retrouve. Donc, savoir placer l'intention sur qu'est-ce que je vais écrire et pourquoi, parce que là, ça va me faire du bien. Mais ça peut être aussi du positif, où en fait, j'ai besoin de me reconnecter à des choses qui me font du bien. Et là, ça peut être tout simplement faire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait rire? Hop, et de le noter. Ou qu'est-ce qui m'a fait sourire? Enfin, qu'est-ce qui m'a donné de la joie aujourd'hui? Et en fait, ça permet de voir aussi son quotidien. Alors, toujours en expatriation, puisque c'est quand même le domaine de ce que tu proposes et de ce que je propose. Ça permet de voir cette expatriation sous un autre angle quand les jours sont un peu plus gris. Complètement. Voilà, et il n'y a aucun enjeu, c'est juste on écrit pour soi, on met en mots finalement ce qu'on a dans la tête, et ça permet d'avoir cette hauteur, ce recul-là sur vraiment, oui, c'est ça en fait qui me trottait à l'esprit, parce que on peut déverser le trop-plein, mais en déversant le trop-plein, on a des prises de conscience aussi et des idées qui émergent. Clairement. On réalise que, tiens, ça se répète, mais c'est peut-être parce que finalement, j'aurais envie de ça. Ou c'est peut-être parce que, en fait, je regrette d'avoir dit ces mots-là à ma voisine. Je sais pas, j'invente des choses, c'est des choses très banales. On n'a pas besoin d'être dans de l'extraordinaire pour écrire. Au contraire, c'est partir du quotidien pour se faire du bien. Et mieux connaître aussi notre quotidien, et donc mieux nous connaître en écrivant sur ce quotidien-là et sur l'impact qu'il a sur nous. Ouais. Je décèle donc 2 conseils dans ce que tu viens de nous dire. Oui. Le premier, c'est que se lâcher la grappe aussi sur la qualité de l'écriture, parce que oui, on n'est pas Chateaubriand. Alors entre nous, Chateaubriand, parfois c'est un peu chiant à lire. Oui, voilà. Donc après, on n'est pas obligé d'être Chateaubriand. Mais arrêter de se dire que ça sera pas suffisamment bien ou que ça sera pas de qualité, on s'en fiche finalement. C'est ça. L'intention qu'il y a derrière, c'est plutôt ce que vous allez décider de lâcher et de confier à votre bout de papier, que vous en fassiez quelque chose derrière ou que vous n'en fassiez rien. C'est surtout ça. Ouais. Et derrière ce lâchez-vous un peu la grappe, il y a ce conseil de dédier 5 minutes, 10 minutes par jour à confier des choses sur papier en les orientant comme vous le voulez, en positif ou en négatif. Voilà. Et là, c'est plus pour une partie, on va dire, plus introspective. Mais si on veut être dans du créatif pour se redonner l'énergie, parce que l'écriture a ce rôle justement de lâcher prise, de libération des expressions des émotions, mais elle a aussi un rôle, je trouve, très énergisant et dynamisant, puisque quand on est dans la créativité et dans l'amusement, jouer avec les mots, inventer des histoires,
on va aller réactiver quelque chose à l'intérieur, comme un feu intérieur justement qui va nous redonner l'envie. Et quand on va pas très bien en expatriation, quand on a perdu ses repères, qu'on sait plus quel sens donner au quotidien, ben c'est ça aussi, c'est ça qu'on perd, c'est cette envie de faire des choses. Et du coup, utiliser l'écriture aussi de manière créative. Alors, je pourrais donner des petites idées si on a le temps. C'est aussi pouvoir entretenir et rallumer si elle a été éteinte cette flamme-là. Et pour moi, c'est essentiel aussi. D'où cette routine, d'où ces 5 minutes non négociables finalement pour profiter de ce bienfait que nous donne l'écriture. Ouais. Parce que plus on va écrire, plus on aura envie d'écrire. Quand tu parles de tes carnets là d'enfance, j'imagine que c'était tes compagnons, quoi. Tu pouvais pas. J'ai investi dans une tablette où tu écris à la main, mais ça se transforme sur ton ordi. Parce que je me suis toujours dit, j'ai toujours voulu écrire un bouquin. Oui. Et je me suis dit, taper sur l'ordi, ça me saoule. Mais en même temps, écrire à la main pour tout recopier derrière, ça me saoule aussi. Oui. Donc, je me suis dit, allez, on va faire ça. Et bon, j'ai toujours pas écrit le livre, hein, mais mais tiens, je vais venir te voir, je pense. Et... Mais quand j'y pense, là, tu donnes des exemples de types d'écriture. Je me rends compte à quel point ça peut être hyper diversifié. Autant celui qui veut écrire une histoire, raconter, celui qui veut confier ses mémoires ou ses états d'âme, c'est encore une autre type d'écriture. Oui. Celui qui veut faire marrer, il écrit des sketchs ou des choses comme ça. Et en fait, on est dans la créativité avec n'importe quel type d'écriture. Complètement. Et puis, c'est en fait proposer une vision. C'est proposer une version, en fait, du monde, du voyage, du quotidien, etc. Et elle est valable parce qu'elle existe, parce que vous existez. En fait, l'écriture existe parce qu'on existe. C'est ce que chacun va mettre et va vouloir transmettre. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste être soi et passer ce cap-là, peu importe les ordres d'orthographe, peu importe le style. Enfin, quand on regarde le panorama littéraire qui existe, il y en a pour tous les goûts. Oui. Et comme tu dis, l'écriture, elle se décline en roman, mais aussi en nouvelle, en poésie, en sketch, en poste d'écriture, en profession. Enfin, elle est multiple. Moi, je vois bien, autant quand j'étais plus jeune, c'était, je racontais ce qui allait pas, et c'était très orienté négatif pour décharger, comme tu dis. Il y a une phrase que j'ai appris il y a pas longtemps, que le contraire de dépression, c'est l'expression. Et tout ce qui reste est pourri à l'intérieur, en fait, s'en va quand tu le sors et que tu l'exprimes. Et je trouve que c'est vrai. Enfin, je sais pas si toi tu ressens ça quand tu écris ou quand tu parles, mais le moment où ça passe la bouche, où ça sort, ce poids qui s'enlève des épaules en disant ok, je me suis soulagée de ça, je trouve que ça c'est très salvateur, très thérapeutique aussi. Et aujourd'hui, j'écris moins ou plutôt des trucs plus professionnels, un peu plus boring, mais mais non, c'est pas boring. Mais non. Ça peut être des newsletters. Je me souviens quand j'étais en mission, j'ai créé des newsletters tous les mois pour raconter ce que c'est qu'une mission humanitaire et ce qu'on y fait. Donc il y a plein de façons d'écrire et de communiquer avec ça. C'est ça qui est trop chouette en fait. Et oui. Il y a autant en fait de façons d'écrire qu'il y a de personnes sur Terre. Et c'est ça. Et même, alors, je vais m'appuyer sur un exemple. Donc moi, ma formation, c'est français langue étrangère à la base et c'est vraiment un métier que j'aime d'amour. Et je propose... sur ce métier. Ah oui. Et je propose l'écriture du coup à mes stagiaires et notamment à des personnes qui ont jamais été scolarisées dans leur pays, donc elles ne maîtrisaient pas en arrivant dans mon cours ni l'écriture de leur langue maternelle et donc pas du tout le français et parfois ne parlaient même pas le français. Et pourtant, même avec peu de mots, j'ai bien vu que cet espace d'expression où on dit ben voilà, on propose une piste d'entrée pour écrire, elle est hyper importante et j'ai le souvenir d'une dame qui était dans mes cours, qui avait terriblement peur d'écrire en me disant « Oh là là, mais je sais pas bien écrire, moi tu sais, je suis pas allée à l'école, je fais des fautes, etc. » Qui a beaucoup hésité avant de se lancer dans la mission d'écriture que j'avais proposée et puis qui a commencé à poser les premiers mots, comme tu dis, un mot après un mot après un mot, ça fait une phrase, etc. Et à la fin, en fait, il y a toujours un minuteur, hein, on dit « Top, c'est fini », on pose les stylos et elle ne voulait pas s'arrêter. Et dans un atelier... ouais. Elle était lancée, elle s'était replongée dans son histoire, s'était reconnectée à son vécu, ses émotions, etc.
Et dans un atelier d'écriture, à la fin, il y a ce temps où on va lire, si on en a envie. Et donc là, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'à un moment, donc on pose les mots, donc c'est une première étape où on a sorti plein de choses, donc on s'allège d'un poids. Mais on a aussi la possibilité de le faire lire, ou de le donner à lire, ou de le faire entendre. Et là, c'est encore une autre dimension que prend le texte. Et quand elle a lu son texte, mais je me souviens du silence qui a régné ensuite, mais d'émotion en fait, presque de recueillement même avec cette personne. Et les autres stagiaires très émus, enfin moi y compris. Moi après je pleure tout le temps, donc on va faire un club. Voilà. Mais c'était très très poignant en fait, et elle s'est rendue compte de ça. Elle était tellement fière d'elle. Enfin, c'est voilà, donc je comprends complètement ces barrières qu'on se met parce que je m'en mets moi aussi et je lutte en contre. Mais voilà, il faut se dire que waouh, en fait l'écriture, enfin l'expression, c'est juste pouvoir oser offrir aux autres qui on est, ce qu'on est à un moment T, enfin à un moment précis. Et voilà. Et après, comment? Tu dois vivre des trop beaux moments, je pense. Ah oui, non, c'est magique à chaque fois. Moi, c'est ce que je répète. C'est une chance incroyable de pouvoir découvrir ces textes, les entendre en plus quand au moment des ateliers, faire des lectures à voix haute. Mais pareil, dans l'accompagnement des livres des clientes que j'ai, découvrir les histoires alors de vie ou de fiction, parce que c'est des récits autobiographiques ou pas. Je trouve ça à chaque fois, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau. Ouais. C'est comme apprendre une langue, finalement. Au début, on a peur de s'exprimer et de faire des fautes. Et le jour où on se lance et on se dit qu'en fait, finalement, on n'est pas mort, bah, c'est pas si mal. Et puis, en plus de voir qu'on y arrive, c'est ça aussi. C'est que, alors, pour reprendre l'exemple d'un atelier, il y a une mission qui est donnée. On regarde la consigne, on se dit, et on se dit, qu'est-ce que je vais y arriver? Et en fait, on trouve toujours une solution. Parce que c'est ça aussi l'écriture. On peut aborder une contrainte ou une proposition à sa sauce. On n'est pas forcément obligé de la suivre à la lettre. On peut s'inspirer, prendre comme point de départ ce qui est donné, mais ensuite, hop, dire je prends une petite tangente et c'est pas grave. L'idée c'est de débloquer l'envie et l'écriture. C'est un super exercice de sortir du cadre en fait. Complètement. De cette expression en anglais qui dit think out of the box. Ouais. Réussir à se dire que ce qu'on va trouver comme solution, ça rentre pas dans ce cadre et c'est pas grave en fait, c'est bien aussi. Ouais. Mais on trouve sa propre solution et sa propre façon de faire et finalement c'est là où on voit la créativité, je pense. Mais oui, et puis quand on est aussi avec un groupe, on voit que sur une même consigne de départ, les textes, les points d'arrivée sont totalement différents. Et c'est là où, voilà, la créativité, elle est illimitée en fait. Ça doit être trop marrant. Ah oui. Pour rebondir sur cette mission-là que tu dis que tu donnes au début des ateliers, est-ce que quand on a cette envie alors, est-ce que c'est apprendre à écrire? Est-ce que c'est écrire tout court? Est-ce qu'on vient te voir avec un objectif ou pas forcément? Alors, ça dépend. Alors, oui, il y a toujours un objectif, je pense. En général, en général, non, ils sont différents. C'est qu'il y a des personnes qui ont envie de se lancer. Ça fait longtemps qu'elles savent que l'écriture les appelle, que ça leur ferait du bien. Mais elles n'osent pas pour les raisons évoquées, peur de mal faire, peur de pas avoir d'idées, etc. Et du coup, elles ont besoin d'un contexte aussi qui les mette en confiance et qui leur permette de réaliser que si c'est possible, qu'elles en sont capables et que même plus ça va aller, plus elles vont y prendre goût. Donc là, c'est plutôt une libération de la plume. Oser franchir ce premier cap. Après, il peut y avoir des objectifs beaucoup plus techniques où là, des personnes qui peuvent venir me voir pour travailler un peu plus, je sais pas, la technique de la littérature jeunesse ou bien aborder différentes techniques d'écriture pour ensuite pouvoir travailler sur un projet plus grand. Et là, en général, c'est des stages que je propose et je m'adapte beaucoup à la demande. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Partir des besoins pour pouvoir proposer quelque chose adapté. Et ensuite, il y a ce besoin de se raconter. Alors là, ce sera, par exemple, la personne veut écrire son livre, un livre de fiction, un livre autobiographique ou un livre professionnel également. Et elle a besoin de mon aide pour la guider,
lui permettre d'aller au bout de son manuscrit, pouvoir l'aider à débloquer ses freins ou à avancer quand elle n'arrive pas à trouver la solution pour une suite de chapitres, etc. Donc c'est de l'accompagnement. Et il y a aussi la personne qui veut raconter son histoire, mais qui se sent pas d'écrire pour plein de raisons différentes et qui a besoin du coup d'une plume. Et à ce moment-là, moi je vais être en écoute de la personne pour pouvoir ensuite écrire, transcrire et écrire le récit qui lui correspond en étant fidèle à sa voix, quoi. Trop chouette. En fait, il y a mille et une façons de s'exprimer et même à travers cet outil, je dirais qu'on va dire qu'est la plume, il y a mille et une façons de faire et je trouve ça assez chouette qu'il y ait autant de possibilités pour que chacun trouve sa façon de faire à soi. Et oui, c'est ça. Oui, parce que on peut ne pas trouver tout de suite et c'est pas grave. Moi, j'ai pas mal de clientes qui sont d'ailleurs passées par toutes ces étapes, qui ont commencé par l'atelier vraiment récréatif, ludique, etc., qui sont après passées par des stages plus techniques, parfois aussi par de l'introspection, parce qu'il y a ça aussi, une difficulté à un moment donné. Tiens, est-ce que l'écriture, du coup, pourrait pas m'aider? Donc, on en discute. Je crée une mission vraiment ciblée sur le besoin de la personne. Et qui là aujourd'hui me contacte pour dire bon ça y est, je me lance, j'ai envie d'écrire mon livre, tu m'accompagnes. Donc voilà, en fait c'est l'écriture, enfin comme d'autres outils finalement de bien-être ou qu'on utilise pour une meilleure connaissance de soi, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de faire le tri, ça nous permet de clarifier aussi des choses et d'aller sonder nos besoins et nos envies. Il y a un côté qui laisse une trace. Oui. Donc de temps en temps relire un peu ce qu'on a fait, alors un peu en regardant à travers ses doigts en mode c'est moi qui ai fait mais oui, ça, de voir sa propre évolution. Moi j'aime bien cet exercice où tu t'écris une lettre pour toi pour dans 10 ans par exemple et en fait tu te souhaites des choses, donc tu es déjà dans le positif et tu fais un peu le point sur maintenant et tu te projettes dans 10 ans mais sans vraiment savoir où tu seras. Et de recevoir cette lettre, je l'ai déjà fait avec un groupe, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment un superbe exercice. Ouais, complètement. Et oui, et je reviens sur l'intention qu'on donne à l'écriture, justement. Bon, alors là, c'est dans un futur, qu'on ne maîtrise pas, et c'est normal. Mais il y a aussi, pouvoir. La lettre, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Et pouvoir s'écrire aussi sous un angle particulier quand on traverse des moments justement un peu noirs, parce qu'on peut se dire oui, l'écriture c'est peut-être seulement pour lâcher quand ça va pas. Non, c'est aussi se dire aujourd'hui tu vas pas bien, mais mets-toi dans la peau de ta meilleure amie par exemple et adresse-toi une lettre. Qu'est-ce que toi tu diras à ta meilleure amie si elle n'allait pas? Et ça nous oblige plus d'indulgence pour sa meilleure amie. Mais complètement. Et du coup, je trouve que c'est un exercice important parce que ça nous oblige finalement à aller regarder aussi ce qui fonctionne et les forces qu'on a, les talents dont tu parlais aussi, mais même sans parler de talent forcément, au moins par rapport à un vécu qu'on peut pas renier parce qu'on l'a vécu, les faits sont là, pouvoir se dire oui, il s'est passé ça, t'as réagi comme ça veut dire que. Et je trouve que c'est important de pouvoir aussi l'utiliser de cette manière-là pour se rebooster. Donc là je vois l'heure qui tourne, donc on va se recentrer un petit peu. On pourrait parler de ça pendant des heures, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment très intéressant. Ton premier conseil, c'était donc de se lâcher un peu la grappe sur la qualité pour pouvoir se lancer plus facilement. Le deuxième, c'est de consacrer 5 minutes, 10 minutes par jour et de mettre une intention en se disant est-ce que j'ai envie de confier du positif, du négatif, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Tu nous donnerais un ou deux autres conseils pour peut-être s'y mettre progressivement ou se lancer si on a peur? Oui. Alors, ce serait par exemple, je vais vous donner des petites, un petit exercice. C'est justement quand on a peur et qu'on n'ose pas, on se dit, tiens, il faut que j'ai des idées, il faut que ce soit original, par quoi je vais commencer, ou j'ai trop de plein d'idées. Et alors du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder autour de vous, choisir un objet et de le décrire. Première étape. Voilà, on se pose pas la question, on décrit. Donc là, on peut pas trop faire, on peut pas se dire oh là là, je me suis plantée, j'ai mal décrit, etc. Et puis après, de changer l'angle. Donc ça pourrait être, là, c'est moi qui ai décrit l'objet, et la deuxième étape, c'est l'objet qui me parle. Qu'est-ce qu'il me dit? Je me mets dans l'objet. Qu'est-ce qu'il voit? Voilà.
Et du coup, hop, on change un peu l'angle de vision. Après, ça pourrait être, bah, cette fois, je vais voir l'objet, l'observer, mais je suis un animal, je suis un petit cafard, parce qu'au Vietnam, on avait plein de cafards, donc là, j'y pense. Et On hop, n'est donc, pas obligé d'être des cafards, les gars. Enfin, non, vraiment. mais après, en fait, c'est ça, c'est que, par exemple, moi, les cafards, j'en avais peur, je trouvais ça horrible. Alors, c'est pas que je trouve ça pas horrible aujourd'hui, mais on apprend à vivre finalement, Ouais. euh, parce qu'on observe différemment. Et moi, je sais que c'est un exercice qui m'a bien aidé pour vaincre ma peur des geckos, par exemple, ou de certains reptiles. Et du coup, en fait, en partant d'un objet du quotidien qu'on va pas aller chercher ou inventer ou avoir l'idée du siècle, on peut arriver à intégrer l'écriture finalement petit à petit et de manière amusante dans son quotidien. Donc ça peut être, voilà, n'hésitez pas à partir de ce qu'il y a autour de vous, de partir d'une description simple et après vous changez l'angle Oui. d'attaque. Puis vous laissez porter aussi, si vous avez envie d'aller par là, allez par là. Si vous avez envie d'aller par ici, c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de contrainte particulière. C'est ça. Et pareil, on peut aussi travailler sur les émotions à partir de ce même objet. Je raconte ma description de l'objet et aujourd'hui je suis zen, pleine d'amour, etc. Le prochain écrit, c'est à l'inverse. Là, aujourd'hui, j'ai une colère incroyable. Donc, comment est-ce que je raconte l'objet? Et on se rend compte comme ça qu'il y a des mécanismes qui vont s'installer. Et on va voir que on va trouver des mots plus précis qu'on n'a pas l'habitude de solliciter, des tournures de phrases qui vont monter, des idées qui vont émerger parce que à partir de l'histoire d'un objet, peut-être qu'on aura envie finalement de raconter l'histoire de Mamie Jackie qui avait la même montre. Non mais voilà, et en fait il y a des connexions qui se font auxquelles on pense pas. Et qui nous font sourire, qui nous font rire ou qui nous appellent parce que d'un coup on va se dire ça j'ai besoin de le lâcher. Et voilà, et c'est pas grave, c'est positif, négatif, joyeux, enfin peu importe, à partir du moment où l'écriture va s'intégrer à ce quotidien-là, voilà, par petites touches. OK. Et surtout, dernier conseil, pour lutter contre le perfectionnisme, mettez-vous un minuteur. Okay. Vous vous dites, voilà, si vous avez que 5 minutes à vous accorder, c'est très bien. Vous mettez 5 minutes au compteur et quand ça sonne, vous arrêtez. Et pas de, oh là là, j'ai mal écrit. Et en fait, le temps, la durée du temps, elle est importante pour ça aussi, c'est que on lâche. Notre cerveau, il va peut-être sécher les 2-3 premières séances où on va rien écrire. Et dans ce cas-là, on écrit je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis à un moment donné, il va se mettre en marche et il va intégrer cette durée à respecter. Et c'est pas grave si c'est pas fini, c'est pas grave si c'est pas écrit comme on aurait voulu, etc., etc. Ok. On va remettre bien sûr tous ces conseils-là dans les commentaires pour que vous ayez des petits exercices. Moi, j'en ai un d'exercice pour vous démarrer, si vous voulez. 50 lignes, non, 20 lignes sur comment je me sens quand je suis un cafard. Voilà. Et voilà, c'est ça. Dans la peau d'un cafard, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Je suis dans la peau de l'animal que vous détestez le plus, qui est à côté de vous, là, qui traîne et qui vous fait de l'œil, mais que vous n'aimez pas. Voilà, ça va démystifier la position du cafard. Et oui, complètement. Complètement. Ça peut être le dialogue entre vous et cet animal aussi. Je trouve ça pas mal. Donc, on va mettre ces petits exercices-là dans les commentaires, sans problème. Donc, se mettre un minuteur pour justement se lancer dans cet exercice-là. Oui. Et puis, au fur et à mesure, peut-être l'augmenter si on voit qu'on est inspiré ou ne plus. Oui, bien sûr, c'est l'ajuster à chaque fois en fonction de ce qu'on peut faire. C'est ça surtout, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en termes de temps, parce que c'est aussi un frein qui revient souvent, j'ai pas le temps, mais finalement on se rend compte qu'on l'a. Ouais. Moi sur un atelier que j'ai qui s'appelle 21 jours pour libérer l'écrivain en toi. Mais oui, je me suis abonnée, donc ça donne. Super. Et en fait, pendant 21 jours, il y a une mission qui tombe et les personnes qui ont suivi l'atelier me disaient toujours au début, je sais pas si je vais y arriver, etc., à faire toutes les missions au quotidien. Et en fait, si. Et elles sont très surprises d'ailleurs par ça, de se dire, je réalisais pas que je pouvais m'offrir cet espace en fait, parce que c'est une question de s'offrir du temps à soi aussi quand on écrit. Oui, on a toujours le sentiment que dans les activités de trouver du temps pour soi, ça peut tout à fait ça. C'est ça. Ça peut être une activité sportive comme une activité manuelle, comme une activité de réflexion. Et l'écriture peut rentrer dans cette dimension-là. Oui. Je vais vous mettre en story l'inscription à la newsletter de Mélanie pour les 21 jours, si vous voulez, comme ça. Ah, alors ça, c'est le calendrier dont tu parles. C'est un calendrier. Je vais avoir le calendrier. Ah, super, c'est 24 jours
avec de l'écriture, des petits conseils, des moments pour Voilà. soi. Oui. Mais en tout cas, bien sûr que vous retrouvez toutes les coordonnées de Mélanie pour la contacter. Si jamais vous voulez vous lancer tranquillement ou même de discuter une Oui, première fois avec sur l'écriture et ce que ça pourrait vous apporter et comment l'intégrer dans votre quotidien. Une dernière question avant qu'on se quitte, parce oui. que je ne voudrais pas faire durer beaucoup trop longtemps. Tu as certainement une vie aussi. Pourquoi Wakatanka Connexion? Ah, parce que, alors, Entre j'ai toujours. en synthétique, s'il vous plaît, madame. Bah alors, c'est ma passion pour les Amérindiens que j'ai depuis toute petite. Ok. Wakatanka, c'est l'esprit créateur chez les Amérindiens. Et en fait, quand le nom m'est venu, j'étais à un spectacle de fauconnerie. Il y a un aigle majestueux qui est passé au-dessus de moi et Wakatanka est souvent représenté par un aigle. Et là, je me suis dit, Allez. c'est bon. Voilà. Et la connexion, parce que l'écriture crée du lien et que c'est aussi ce que je veux faire, créer du lien. Voilà, au-delà de toute frontière. De toute frontière. Ouais. J'aime bien ce nom. Je trouve que ça sonne bien, ça résonne bien. Ah, oui. Donc, pour retrouver Mélanie et Wakatanka Connexion, pour vous mettre à l'écriture ou pour aller au bout d'un projet que vous avez depuis longtemps et que vous n'osez pas concrétiser, retrouvez-la sur sa page Insta, bien sûr. Et puis aussi sur son site, sur LinkedIn, un peu partout, quoi. Oui. En tout cas, Plus sur LinkedIn maintenant, mais offrez-vous ce cadeau qui est de vous exprimer et de mettre des mots oui, sur ce qui tourne dans votre tête ou dans votre quotidien. Je pense que c'est un très beau cadeau à se faire. tout à fait. Un grand merci à toi pour cette Bah invitation. écoute, Même si j'ai parlé à un écran noir, mais je te vois, je t'imagine. alors rassure-toi, moi je te vois et tu vas récupérer la vidéo où on se voit toutes les deux. Hein. Mais si tu nous l'avais pas dit, on n'aurait pas su, tu vois. Ah, pardon. Zut. Mais, mais non, mais je suis désolée que toi t'aies l'écran noir, mais en tout cas, nous on t'a vu et c'est comme si tu nous parlais. Hein, Ah, c'est bien. ça. Bon, en tout cas, un grand merci. Et puis ouais, ton accompagnement est, comme je disais, nécessaire. Allez voir Margot. Avec des outils comme le tien. Et c'est là où je trouve que ça chouette, c'est de pouvoir combiner justement les différentes approches, Oui. de les compléter pour que bah, vous soyez bien partout, en tout temps, dans vos baskets, dans votre tête, que vous puissiez vous exprimer, même si vous n'êtes pas le plus grand des communicants et le Oui, plus à l'aise avec tout ça, ça s'apprend. Promis, ça s'apprend. ça C'est à s'apprend. la portée de tous Oui. et c'est important de bien se préparer ou de prendre soin de soi, quoi. Oui. Ça, c'est une façon de prendre soin de soi d'écrire, moi, je trouve. Ah oui, 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 oui. Oui, parce que c'est une façon de se trouver aussi. Exactement. D'affirmer sa voix, de trouver sa voix et de se dire, ah ben, j'ai le droit, Ouais, tout simplement. Je suis valable, quoi. exactement. Eh ben, écoutez, ça me paraît être un beau programme pour cette fin d'année. Hein. Prendre soin de soi en se disant qu'on est assez et que on vaut le coup. Oui, Gros programme en perspective. Mais en tout cas, un grand merci pour tous ces conseils. ben, je t'en prie. Retrouvez ce replay sur Insta, sur YouTube aussi, bien maintenant qu'il Ok. y a une petite chaîne YouTube avec tous les replays des lives. Et puis, allez voir Mélanie, elle est très sympa. Bon, Voilà. merci beaucoup. Un grand merci, Margot. Passé, hein, mais en tout cas, n'ayez pas peur, quoi. Non, non, je fais pas peur. Non, je suis pas méchante, non, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée à Sao Paulo en espérant Ouais, qu'elle soit merci. bien. Oui, oui, oui. Une bonne fin de journée à toi aussi. Ouais. Oui, il fait beau aussi, donc ça fait plaisir. Ah, bah tant mieux. Bientôt la Ouais. nuit, mais il fait beau Oui, quand même un peu. c'est bon. Là, quand la lumière revient, je trouve que c'est toujours, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mm. Ça fait du bien. On prend. Ouais. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine à tous et à toutes. On se retrouve lundi ou mardi, je ne sais pas encore la date, mais pour le prochain live. Et puis, prenez soin de vous, hein, surtout. Oui. À bientôt. À bientôt. Au Ciao. revoir. Merci. Ciao.